Ouais. Bravo Fabien. Je veux dire, on va parler d'autres robots parce qu'en effet, ça existe. Frédéric Kochneck, c'est quelqu'un qui connaît bien ça. Il a travaillé aussi un des premiers en France sur le Magellan. Il aussi développe et il applique des procédures de navigation intraluminale. C'est une autre façon de faire de la robotique et il va nous expliquer tout ça. M- m- Merci Nabil pour l'introduction et l'invitation. Merci à tous. Effectivement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et je suis en particulier d'accord avec Fabien. Je viens d'un centre où on fait finalement beaucoup de chirurgie ouverte et donc on reste vigilant sur cette technique endovasculaire. C'est même devenu notre thématique principale de recherche finalement, mais c'est vrai qu'il y a une petite discordance souvent entre la pratique et la recherche. Alors moi, je vais parler effectivement de tout ce qui est robotique et tout ce qui est d'instruments de navigation endovasculaire qui maintenant, voilà, c'est parti, nous aide beaucoup quand même dans notre quotidien. Voici mes conflits d'intérêts. Donc, tout cela englobe deux choses. Il y a le robot endovasculaire qui est censé remplacer la main du chirurgien. Hein, on a parlé du système Magellan, je vais vous en dire deux mots. Et puis à côté de ça, on a tous les systèmes de repérage. En fait, c'est ce qu'on appelle les technologies d'imagerie avancée en temps réel. Et actuellement, c'est plutôt ça qui est en cours de développement plus que les robots endovasculaires finalement. Alors, quelques mots quand même sur les systèmes de navigation robotique. On en a touché deux mots. On a en particulier parlé de ce fameux système Magellan, hein, qui a dû être commercialisé en 2010. Vous voyez, c'est un peu toujours le même système finalement. Vous avez une console qui est mise sur la table de radiologie, et puis à distance, ce qui est très pratique hein, évidemment pour se protéger des rayons, vous avez une console de commande. C'est un peu comme le Da Vinci hein, finalement. Sauf que vous voyez que la console qui est attachée au milieu du lit, elle est un peu encombrante. Il faut attacher les cathéters, il faut attacher les guides, etc. Et donc c'était à l'époque pas très pratique. Et on avait publié quand même quelques données sur la faisabilité du robot. Et donc ça consistait en ça en fait. Là où c'est capable de remplacer la main du chirurgien, c'est que finalement, si vous voulez, le système, il reproduit le triptyque qu'on a l'habitude d'utiliser en endovasculaire, qui associe un guide. Hein. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir lui imprimer des mouvements de va-et-vient, des mouvements de rotation, hein, ce qu'on appelle un leader, hein, ce qui n'est rien d'autre chose qu'un cathéter en fait, et qui va pouvoir effectivement bouger selon des mouvements de va-et-vient, d'angulation, de torsion, et pareil pour l'introducteur, qui était à l'époque un introducteur d'assez gros calibre. Vous voyez qu'avec ça, on a pu faire des interventions aortiques, des interventions périphériques. Donc on était passionné et le système finalement, vous voyez, il est tout bête, hein. Ça consiste à mettre quatre câbles sur des poulies qui sont rattachés à l'extrémité distale du cathéter et puis en tirant un câble, eh ben, on entraîne une angulation. Donc c'était finalement assez rustique hein, comme système. Et vous voyez que à l'époque, quand j'étais à Mondor, on a eu l'occasion d'opérer avec ce robot 31 malades en endovasculaire, essentiellement des anévrismes aortiques complexes, puisque c'est là finalement où les phases de cathétérisme sont les plus longues. Puis à chaque fois qu'on fait un peu de recherche comme ça, il fallait avant tout quand même évaluer la sécurité du système. Voilà. Donc on laissait la chance au produit, entre guillemets, 15 minutes pour accéder à chaque artère cible. On a fait avec ça des endoprothèses fenêtrées, des endoprothèses branchées, dont vous a parlé Jérémy tout à l'heure. Et puis si on avait un échec de cathétérisme, on arrêtait là, c'était prudent, hein, et on passait aux techniques conventionnelles. Voilà. Et donc, vous voyez, c'était quand même un peu l'usine à gaz, hein. Vous avez ici, vous voyez, d'un côté, le lanceur de l'endoprothèse fenêtrée, de l'autre côté, l'introducteur robotique qui est assez gros. Maintenant, on utilise quand même des cathéters manuels qui sont à plus bas profil. Et puis on cathétérisait les fenêtres une par une. Pour les endoprothèses branchées, c'était pareil. Vous voyez, il fallait utiliser tout un système téléphérique. Et là, vous avez le cathéter du robot sur la photo de droite. Vous voyez, avec toute cette armature métallique qui permettait d'éviter en fait au cathéter robotique de plicaturer. Donc c'était quand même un peu compliqué. Voilà. Mais malgré tout, vous voyez que pour ce qui concerne la chirurgie aortique, on a opéré 16 patients, hein. C'était essentiellement des anévrismes complexes, suprarénaux, juxtarénaux, thoraco-abdominaux. Voici les résultats, 38 artères cathétérisées, succès de cathétérisme en moins de 15 minutes pour 82% des tâches qu'on avait demandé de faire au robot, avec une durée médiane de 4 minutes, ce qui était pas mal quand même. Et c'était sûr, il y avait zéro blessure artérielle et il y a eu un décès qui était sans rapport avec les manipulations robotiques. Voilà.
il y a eu quand même 7 échecs de cathétérisme avec le robot, mais après, si on regarde ce qui s'est passé quand on essayait de les cathétériser, ces artères cibles, de façon manuelle, hein, vous voyez que la durée moyenne, c'était 32 minutes. C'est très long, 32 minutes, hein, pour cathétériser une artère. Donc, c'était des cathétérismes, somme toute, de base difficiles. Voilà. Et pour les branches, par contre, c'était très pratique, parce qu'on n'a eu aucun échec de cathétérisme. Euh, pour le périphérique, c'était encore mieux. Hein, on a fait ça dans des anévrismes spléniques, dans des artériopathies oblitérantes, dans des stentings carotidiens, etc. Et voilà, quand même, on n'a pas eu d'échec de cathétérisme avec zéro blessure artérielle. Vous voyez, vous avez un exemple ici d'anévrisme splénique. Donc ça, c'est effectivement, si on le traite en chirurgie ouverte, souvent ça se termine par une splénectomie parce que c'est très distal. Donc on avait décidé de traiter en endovasculaire. Et voyez, à l'époque, ce que donnait, vous voyez, le robot. Ça, c'était en 2012, hein. Donc, on avait quand même une technologie qui était assez mature quand même. Vous voyez qu'on arrive à s'affranchir de tortuosité assez importante. Et donc, on faisait aussi des endophytes de type 2, vous voyez ici, avec pareil, des tortuosités majeures, la possibilité d'utiliser des microcathéters. Donc, par principe, comme en principe, quand même, c'était assez avancé. Donc, il y avait une expérience limitée. On savait que c'était un peu plus pratique pour les branches que pour les fenêtres. Et ça offrait un certain nombre d'avantages théoriques par rapport à la chirurgie endovasculaire conventionnelle, notamment de stabilité. Et puis, de radioprotection de l'opérateur, ce qui est bien entendu fondamental. Alors, et puis, un moment, Magellan a voulu commercialiser son système, et puis ils sont venus vers nous, ils nous ont dit, voilà, combien ça coûte? 1 million. Bon, bah, 1 million, on va faire de la chirurgie ouverte et on va utiliser des cathéters conventionnels. Et ça s'est arrêté là, ça s'est arrêté là en France, et ça s'est arrêté là aux États-Unis. Et puis, c'est vrai que c'est un système dont on n'a plus tellement entendu parler en chirurgie vasculaire pendant 10 ans. Et puis là, sont venus d'autres systèmes, 10 ans après. Vous voyez, il y a le Corpat, le Robocat. Quand on regarde un peu dans les détails, je ne sais pas si vous comparez les photos de ce que je vous ai montré avec le Magellan, c'est exactement la même chose. Vous avez toujours la grosse console, hein, à côté du malade et la grosse table de commande à distance. Voilà, la seule petite différence, c'est qu'on peut utiliser des cathéters de plus bas profil, que le système que je n'ai pas essayé, hein, est probablement un peu plus performant, mais le principe est rigoureusement le même. Voilà. Et donc, il y a eu des publications, je vous en donne deux, hein. Une qui a utilisé essentiellement le Corpat en cardiologie interventionnelle, en neuroradiologie, pardon, 538 patients, et qui montrait une bonne sûreté, une bonne faisabilité. Pas plus. Voilà. Pareil pour les interventions coronariennes. Une méta-analyse, 9 études, et la seule chose qui a pu être montrée de façon assez nette, c'est une diminution de l'irradiation pour l'opérateur. C'est un peu enfoncer des portes ouvertes, hein. On est d'accord, parce que l'opérateur, il est à 2 mètres du malade. Néanmoins, en termes de succès clinique, d'irradiation pour le malade et de toutes les autres composantes qui constituent habituellement nos critères de jugement, aucun bénéfice pour l'instant, hein. Donc c'est en cours d'évaluation. Donc c'est pas encore voilà, rentré dans les pratiques. Par contre, ce qui est réellement rentré dans les pratiques, c'est ça, c'est technologie d'imagerie avancée en temps réel. Je peux pas tout vous balayer, donc j'ai choisi de vous parler de techniques qu'on utilise soit en pratique quotidienne, les fibres optiques et l'IVUS, soit voilà, qu'on va probablement utiliser dans un avenir proche. Les fibres optiques, c'est assez extraordinaire. Vous voyez, c'est ça. Ça consiste en fait à munir un cathéter, hein, d'une fibre optique et puis d'envoyer dans la fibre optique un signal laser. Et en fonction en fait de la façon dont est récupéré le signal laser, vous voyez, on arrive à faire, comme vous le voyez ici, des espèces de navigation avec des images en 3 dimensions. Et vous voyez là, ce qui se passe sur l'écran de droite, eh ben, c'est exactement ce que vous allez voir en pratique. Et ça, bien entendu, sans rayon X. Voilà. Donc on peut l'utiliser, ce système. Vous voyez, on fait toutes ces interventions avec ce qu'on appelle de la fusion d'images, qui est une projection en 3 dimensions en fait, de l'anatomie artérielle. Et vous voyez que l'énorme avantage de cette technique, c'est qu'on peut avoir 2 projections de façon simultanée. Ce qu'on ne peut pas avoir en fluoroscopie, sauf en fluoroscopie si vous avez un capteur biplan, ce qui est utilisé en neuroradiologie, ce qui fait 2 fois plus de rayons, théoriquement. Et vous voyez qu'on peut, comme ça, cathétériser des moignons contralatéraux, des corps fenêtrés. Ici, Jérémy vous a parlé d'endoprothèse fenêtrée. C'est pas très intéressant pour ces tâches simples, finalement, parce que ça prend vraiment 30 secondes avec des cathéters simples. Mais ça devient un peu plus intéressant pour des tâches un peu plus complexes. Hein, souvent, ce qu'on fait maintenant, quand on fait ces procédures endovasculaires complexes, endoprothèse fenêtrée branchée, pour éviter les endophytes de type 2, c'est-à-dire les reflux par les collatérales, donc sac anévrismal, on fait des embolisations préalables. Et c'est toujours désagréable de se retrouver avec 300 mg d'irradiation pour le malade et surtout pour vous finalement, puisque c'est vous qui accumulez les interventions.
avant même de commencer l'intervention d'exclusion anévrismale. C'est pour ça qu'on utilise ça pour les embolisations. Et vous voyez, par exemple, à gauche, là, un exemple d'embolisation d'une artère mésentérique inférieure, où là, avant de commencer, le degré d'irradiation, c'est 0. Voilà. Un autre exemple, c'est ça, c'était une endoprothèse fenêtrée. Vous voyez, une endoprothèse fenêtrée un peu spéciale parce qu'on utilisait des cathéters préloadés pour les artères rénales et puis la décision de faire un cathétérisme par le haut pour les 2 artères digestives. Et vous voyez qu'avec ce système-là, eh ben, on peut le faire. Vous avez le tronc cœliaque, le cathétérisme du tronc cœliaque, encore une fois, avec cette vue biplan. Vous voyez, on y arrive sans problème et l'artère mésentérique supérieure à droite. Et ça, c'est pour moi vraiment intéressant. Vous avez ici un exemple d'un patient avec un anévrisme disséquant chronique de l'arche aortique. Et ça, c'est typiquement les bons patients chez qui on a des très bons résultats avec les endoprothèses branchées. C'est les patients qui ont déjà eu un remplacement de l'aorte ascendante par endoprothèse, puis on va venir insérer l'endoprothèse branchée dans du matériel prothétique. Et ça, c'est un sous-groupe de patients chez qui ça marche vraiment bien. Donc le plan chez lui, vous voyez, c'était de mettre une endoprothèse branchée avec 2 branches rétrogrades pour l'artère sous-clavière gauche et la carotide gauche, une branche antérograde pour l'artère sous-clavière droite, voilà, et de mettre ce qu'on appelle un dispositif d'occlusion du faux chenal pour exclure et terminer d'exclure le faux chenal. Voilà, et vous voyez que c'est quand même bien parce que on arrive à cathétériser toutes ces branches, que ce soit rétrograde, antérograde. Là, à gauche, vous avez le cathétérisme de la branche du tronc artériel brachiocéphalique. À droite, la carotide primitive gauche. Et donc, ça nous permet, en théorie, quand même de faire beaucoup de radioprotection. Et surtout, c'est agréable aussi en termes d'ergonomie, parce qu'on est moins embêté par les mouvements du bras en C. Voilà, vous avez l'artériographie de contrôle finale, vous voyez, qui est satisfaisante. Bon, donc on a commencé cette expérience il y a 1 an maintenant. Et ça, c'est les 19 premiers patients que j'avais repris, essentiellement, encore une fois, des tâches aortiques complexes. On avait dégagé 80 tâches effectuées par le robot. Et il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas eu d'ischémie médulaire, ce qui est quand même bien. Et il y a eu quand même une complication qu'on peut attribuer à la manipulation du guide. C'était une perforation d'une artère rénale enfin une branche d'une artère rénale qui a dû être embolisée, probablement par aussi un manque de retour de force par rapport au cathéter qu'on a l'habitude d'utiliser habituellement. Voilà, et voici les résultats. Vous voyez que c'est bien, on a 80% de succès, toutes tâches confondues. C'est bien quand on fait les tâches simples, proche de 100% pour les tâches simples. Quand on arrive aux tâches un peu complexes, il y a quand même une petite learning curve, c'est-à-dire que vous voyez, on est à 70% de succès. Voilà. Et en fait, l'essentiel du problème, c'est qu'il y a un manque de support entre le guide et le cathéter. C'est-à-dire qu'on arrive sans problème à avancer le guide, qui est ce téléphérique qu'on avance pour nous donner un peu de support, mais après, il faut mettre un guide un peu plus rigide, donc on est obligé d'avancer un cathéter sur le guide, et c'est là où on a encore des petits problèmes, et qu'il y a des avancées technologiques qui sont en attente et qui devraient arriver prochainement. Donc voilà, de cette expérience, on tire que clairement, ça permet de diminuer l'irradiation. Donc il y a une étude randomisée là qui va être débutée. Ça aide au cathétérisme avec ce système en double vue, mais on a quand même des échecs de cannulation qui sont dus à voilà, des choses variables, mais en particulier à ces artères rénales qui ont une angulation caudale. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur les limites du guide, c'est vraiment un truc de spécialiste, mais il y a quand même des progrès à faire. Voilà, 2 mots sur l'IVUS, puisque c'est quelque chose pour le coup de très simple, d'assez peu coûteux. Et avec l'IVUS, on arrive à savoir plein de choses. L'IVUS, c'est l'échographie endovasculaire. C'est un cathéter, en fait, où vous avez une lumière centrale où peut passer un guide. Et autour de cette lumière centrale, vous avez l'échographie. Donc, vous pouvez avoir plein d'informations, comme vous le voyez ici. Ça, c'était un exemple assez typique, vous voyez, d'occlusion de l'artère fémorale superficielle. Et l'IVUS, là, il vous sert à quoi? Ici, je ne sais pas si je peux faire une petite pause pour revenir un peu avant. Voilà, ici, vous avez l'artère normale. Vous voyez, et c'est en fait, vous avez une image en cocarde où la bande noire ici, c'est la média, vous avez l'intima, et puis là, la lumière. Voilà. Et vous voyez qu'on reste en intraluminal. Et on sait que quand on fait de l'endovasculaire et de la recanalisation, on a des meilleurs résultats sur le long terme quand on reste dans la lumière. Et l'IVUS, il permet de faire ça. Vous voyez, il permet d'avancer, en fait, de contrôler ce que vous faites à chaque étape. Et puis, une fois que vous êtes sorti, vous voyez, là, on voit la sonde qui reste dans la lumière. Là, on arrive dans l'occlusion, on progresse, on fait un petit coup de scopie de temps en temps, donc c'est moins d'irradiation, on est content. On reste encore, vous voyez, là, j'ai pas franchi la média, et puis on va un peu plus bas retrouver la vraie lumière, et le cas échéant, éventuellement, faire une mesure, comme vous allez voir ici, pour calculer de façon idéale la taille du stent qu'il faut mettre en place.
Hein. Donc c'est assez élégant, on arrive à voir plein de choses avec l'IVUS. On peut l'utiliser en aortique. Vous voyez, ça c'est un patient chez qui j'avais mis en place une endoprothèse fenêtrée, puis j'avais un doute sur la radiographie, mais je ne voyais pas très bien, sur une sténose du jambage. Et vous voyez, là c'est assez net quand même. Hein. On voit que c'est rétréci, notamment sur la flèche rose là. Hein. Donc c'était utile parce que du coup, au lieu de laisser ce jambage se thromboser, eh bien, on a pu mettre un stent. Et enfin, le nouveau venu, c'est ce qu'on appelle la navigation électromagnétique. Non, l'objectif, finalement, c'est un peu la même chose que la technologie Force, hein, qui utilise des fibres optiques. C'est de pouvoir avoir une reconstruction en 3 dimensions d'un cathéter et d'un guide, sauf que là, ça utilise une technologie électromagnétique. Voilà. Donc c'est en cours, il n'y a pas beaucoup, quelques cas rapportés. Mais vous voyez, l'énorme avantage, et ce que je trouve quand même assez génial, c'est la possibilité de l'utiliser avec un casque de réalité augmentée. On a commencé à en parler, ce qui vous permet finalement de switcher d'une vision, qui n'est pas 3D finalement, une vision en écran, c'est 2D, à une vision en 3 dimensions, en temps réel. Et ça, on verra ce que ça donne, mais c'est probablement une technologie d'avenir. Et voici quelques cas rapportés qui ont été publiés. Voilà, donc en conclusion, la navigation robotique et les technologies d'imagerie avancées permettent sans doute, hein, dans un futur proche, de réduire l'irradiation aux rayons X. C'est pour moi la chose la plus importante, parce que je commence à en avoir marre de me prendre des rayons quand on fait ces interventions, de faciliter les tâches de cathétérisme probablement, d'améliorer le confort opératoire. C'est aussi essentiel parce que mon aponevrosite plantaire, mon syndrome fémoro-patellaire chronique, j'en ai marre de les supporter parce que je ne peux plus faire du sport, ça m'ennuie. Donc c'est un vrai problème effectivement en pratique clinique. De réduire les complications, on n'en est pas encore. De réduire la courbe d'apprentissage, on en est peut-être là. Encore faut-il le démontrer. Moi, je vous remercie de votre attention. Euh, je voudrais poser une question, François Richard, parce qu'au niveau de la nomenclature actuellement, on est en train de travailler sur comment on quantifie le travail des praticiens, des chirurgiens, sur tous ces systèmes de guidage nouveaux qui n'existaient pas avant, quels que soient euh, les types radiologiques, échographiques, électromagnétiques, etc. Et je pense qu'il va falloir que l'ensemble des spécialités chirurgicales qui utilisent ce genre de nouveau système de guidage pour faire les actions qui correspondent aux actes opératoires qui sont faits, euh, il va falloir qu'on réfléchisse à comment on les apprécie, comment on les quantifie. Parce que de plus en plus, ça prend une durée opératoire par rapport à l'acte lui-même, de préparation, de contrôle, etc. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, effectivement, c'est une question cruciale. C'est une question cruciale et je me garderai bien de répondre à cette question. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous, il y a plein de choses qu'on fait dans notre pratique quotidienne, même en chirurgie ouverte. Hein. Le robot, par exemple, est très mal coté, hein, dont parlait Fabien tout à l'heure. Donc, on aimerait bien valoriser tout ce travail d'un point de vue financier, qu'on travaille d'ailleurs dans le privé ou dans le public, et ça serait souhaitable. Après, le danger, moi, que je vois, c'est qu'on arrive à un système finalement comme aux États-Unis, où par exemple, pour les dilatations de fémorale superficielle, il y a une cotation pour ces fameux systèmes de préparation de l'artère. Hein. Et donc, ils utilisent ça largue manu, avec un coût quand même significatif pour le système de santé et pour les malades. Le problème, c'est que l'efficacité démontrée, c'est zéro. Voilà. Il n'y a aucune étude randomisée qui a montré que ces systèmes étaient mieux qu'un simple ballon d'angioplastie pour l'instant. Hein. Voilà, c'est le danger, je le vois là. Donc il Oui, faut alors là, prudence, mais je suis d'accord, c'est-à-dire que ce qu'on a fait pour les choses pour lesquelles on a commencé à faire ça, c'est que on impose systématiquement, on propose une codification qui est transitoire et on impose des registres avec pratique en vie réelle et analyse de est l'évaluation. différente. Hein, ça, c'est absolument Ça va pas. obligatoire pour éviter ce risque-là, pour pouvoir distinguer justement ce qui apporte quelque chose de ce qui n'apporte rien. Mais je pense que là, dans le cadre de la recherche de tous les praticiens qui font de la recherche, cette recherche d'appréciation de ce que ça représente comme travail. Alors après, on discute, est-ce qu'on le paye, est-ce qu'on ne le paye pas, c'est autre chose. Mais d'avoir une idée
Parce qu'actuellement, on est vraiment dans le b.a.-ba de l'appréciation de ce que ça représente et du temps, ne serait-ce que pour aussi les planifications opératoires, hein. Exactement. Oui, je partage complètement ce que vient de dire François. Et ça rejoint aussi une question que j'avais posée précédemment, c'est-à-dire que tous ces actes associés, introduisant des ancillaires nouveaux, etc., doivent absolument faire l'objet, je pense qu'on sera d'accord avec Jean-Claude Coffinhal, d'une identification à l'intérieur de l'acte. Il faut avoir une description complète de ces procédures pour qu'elles soient connues. Parce que tout ce que tu fais passe dans le gris. On ne sait pas ces évolutions et le système des data ne peut pas être enseigné. Et si aucune mesure algorithmique, intelligence artificielle ne pourra jamais apporter le moindre avantage supplémentaire par rapport à ce que nous faisons. Et on va continuer à travailler dans une espèce de nébuleuse. Ça semble être bien. Et puis, on n'en a aucune preuve. Non, mais ça, c'est vrai que c'est un autre aspect. C'est-à-dire que les études là, sur le SNDS sont à la mode, en train de montrer voilà, que pour le suivi des malades, etc., ça va devenir très intéressant d'utiliser ces données de santé. Et si on veut retrouver dans le SNDS, hein, pour citer cet exemple-là, un malade qui a bénéficié d'un robot Ou du endovasculaire, force, ou on de ne tout sait ça. pas. On On ne ne sait sait pas. pas. On ne sait pas. Dans quel registre tu vas trouver l'utilisation de système, Un si ce n'est registre dans quelques prospectif. publications internationales qui resteront sous très peu connues. Voilà, il y a plusieurs questions. Il y a Ronald, il y a Jean-Claude, parce que c'est vraiment passionnant. Je crois qu'aujourd'hui, on a une séance absolument extraordinaire. On voit des choses qu'on n'a jamais vues. Le force, moi, c'est formidable. Ça semble être formidable. Tu nous as pas parlé d'un truc qui, moi, me paraît très particulièrement important, parce que la disparition des produits de contraste et des rayons X en salle d'opération, c'est un objectif fondamental aujourd'hui. Et il y a peut-être un outil dont on n'a pas beaucoup entendu, on n'a pas beaucoup parlé. Tu as parlé de l'éco-endo, l'IVUS, mais on pourrait parler aussi de l'éco 3D. Dans quelle mesure ça pourrait être utile, complémentaire? Ouais, mais peut-être pas en interventionnel. L'éco 3D, on l'utilise surtout pour les évaluations post-opératoires. Oui, mais peut-être en interventionnel. Ah, ça, oui, c'est pas un sujet sur lequel je me suis penché, mais peut-être, oui. Parce qu'il y a peut-être, et ça devrait probablement apporter des choses considérables. Ça se fait maintenant en matière de, je sais pas, d'identification sur les problèmes veineux profonds. Maintenant, en écho 3D, on a vraiment quasiment, et on a eu dernièrement ici le collègue de New York, Asher, Enrico Asher, qui est venu nous parler de toutes ces technologies de revascularisation des membres inférieurs, dye-less, sans produit de contraste, sans rien. Et ça, c'est fondamental. C'est vrai que c'est important parce qu'il faut s'ouvrir sur toutes les opportunités de développement. Là, au Congrès, j'ai un type qui travaille en Allemagne sur le développement de robots d'éco-guidage. Donc, il y a un robot qui suit avec la sonde toute la procédure au fur et à mesure. Donc là aussi, on est complètement décalé. Et c'est des approches. Et ce que je pense aussi, c'est qu'à un moment donné, il faudra penser à combiner des approches et pas être monolithique sur une approche je dirais, d'imagerie. Et c'est quelque chose qu'il va falloir définir, c'est clair. Jean-Claude Coffinhal. Oui, c'est drôle Merci. parce que je pense véritablement, vous connaissez le travail de Caranx médical, je veux dire parce qu'avec ta vie pilote, c'est-à-dire que là on a tout ça réuni, hein, c'est-à-dire que le cathéter se pose tout seul et la valve est mise en place et là on a un moyen pour répondre parce que je pense que François Richard connaît parce on les a audités. Je veux dire que la valve, quand la personne la pose de manière standard, on voit le positionnement. On sait que le positionnement est fondamental pour les troubles du rythme en post-opératoire. Donc, lorsque c'est fait avec une étude d'imagerie avancée, on a un meilleur résultat. Et quand l'appareil le fait tout seul, on a moins d'un millimètre, on a un dixième de millimètre. Et je veux dire, on peut à chaque instant arrêter le système de l'autopilote, hein, mais ça correspond à ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire qu'il y a eu un suivi, il y a l'imagerie initiale, il y a la reconstruction du trajet, ça prend la respiration, ça prend véritablement le battement cardiaque, et il y a trois systèmes d'identification de la position qui permettent de mettre la... Voilà, donc on a absolument l'ensemble là, hein, qui est fait.
Vous Non, je connais pas. Je connais pas. regardez, hein, Ouais, Caranx Médical, ta vie pilote, voilà. ta vie pilote. Il faut- Oui, c'est les séances de l'Académie de chirurgie sont quasiment tout le temps dédiées à un petit peu de chirurgie 4.0, de l'imagerie, de l'IA, de l'accompagnement dans les lunettes 3D, etc., de la réalité augmentée. C'est quasiment maintenant, ça domine dans toutes les communications, hein, dans tous les domaines. On peut aller en termes de diamètre de la Terre avec ces explorations que tu nous as montrées. Alors, il y a deux questions dans la question. C'est-à-dire qu'en termes d'exploration, il y a la phase de navigation, où là, on Oui, peut. navigation. Voilà. Navigation. Donc là, on peut naviguer avec n'importe quoi. On peut naviguer avec des. Alors, je ne connais pas, peut-être l'un d'entre vous pourra m'aider, mais je ne connais pas les correspondances en millimètres. Mais on va d'un guide 0,35, ce qu'on utilise de façon standard en chirurgie vasculaire, jusqu'aux micro-cathéters qui sont 0,014. Ça doit être, je ne sais pas, peut-être un septième de millimètre, peut-être. Frédéric Vin. Oui, l'AVU, c'est une technique très intéressante. Je trouve qu'elle n'est pas tellement utilisée en France, Oui. mais je crois que le coût est relativement important parce que c'est une sonde à usage unique. C'est 700 € actuellement. Non, ouais, Un peu au moins. Un peu moins, Ouais, 550. alors, C'est descendu ouais, nous, non, c'est un peu plus, ouais. Un peu plus. entre Ce qui est 600. quand même cher. C'est quand même cher. Mais c'est une technique extraordinaire. Oui, Ouais. mais quand tu vas pratiquement maintenant dans tous les pays d'Europe, Italie, Allemagne, etc., la plupart des procédures vasculaires utilisent l'écho endo. Dans le Et nous, périphérique, on un est, bon on est échographiste. à la traîne, on ne sait pas pourquoi. Enfin, aussi, on sait qu'on est une situation. Mais Pas de commentaire. l'échographie standard aussi hein, est beaucoup faite. Hein. J'ai parlé de l'IVUS, mais l'échographie transcutanée, elle peut aider beaucoup aussi. Hein. Et ça, c'est un moindre coût pour le. Notre vice-président, Hubert Joannet. Oui, sur l'évaluation des techniques, il y a quand même un point, c'est pas un point de détail à mon avis, c'est des comptes rendus opératoires standardisés. C'est-à-dire que si on veut avoir des datas de qualité, on peut les obtenir assez rapidement s'il y a dans une société un leader et que plusieurs adhèrent au projet. Mais il faut que le compte rendu opératoire soit standardisé. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous. Moi, je sais qu'en chirurgie viscérale, ça n'existe pas. C'est le bordel, faut dire les choses. Mais c'est, je pense, absolument fondamental qu'on puisse avoir bien tous les items. Or, on peut avoir des items dans le PMSI, on peut avoir des items dans le SNDS, mais des items cliniques sur l'indication, les mesures, les machins, etc. La vraie On est les réalité de nos seuls- métiers. On est les seuls à pouvoir les fournir. Et je pense que ça permettrait des évaluations beaucoup plus rapides, surtout d'ailleurs dans les techniques qui sont peu invasives. On voit par exemple qu'il y a eu, pour la prostate, par exemple, ils ont fait du chaud, du froid, des ultrasons, etc. C'est plein de techniques, mais qui finalement n'ont jamais bénéficié d'une évaluation parce qu'ils sont passés de l'une à l'autre, etc., etc. Finalement, personne n'en sait rien. Les industriels, d'ailleurs, je ne sais pas s'ils s'en foutent ou s'ils ne veulent pas, mais en tout cas, ils n'en bénéficient pas. Personne n'en bénéficie. C'est dommage. Oui, mais ça existe. Ça existe déjà et c'est technologiquement très avancé. Je sais qu'il y a des externes et des internes en chirurgie vasculaire qui se passionnent pour le sujet. C'est-à-dire la question, ils disent comment je vais faire pour pouvoir pour rentrer des malades dans une base prospective et que tout ça, à base de quelque chose qui pourrait ressembler à un fichier Access ou Excel, ça me le transforme en compte rendu opératoire. Donc l'outil, on l'a, c'est très fiable. Le problème, c'est que nous, avec notre tâche de travail, quand il faut rentrer 500 items pour faire un compte rendu, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Vous avez le registre, vous avez un registre qui vous crache le compte rendu opératoire? Oui, ça existe, ça existe. On n'en a pas à la pitié, mais je sais qu'il en existait un à Mondor, qui était plutôt pas mal d'ailleurs. Mais le problème, c'est-à-dire que quand on rentre dans un logiciel de la eh ben, il en sort de la Oui, c'est ça. Oui, Non, mais mais justement, ça, je suis bien d'accord. c'est ça le problème, c'est-à-dire que c'est les opérateurs le problème, c'est pas le logiciel. Le logiciel, l'outil existe et il y en a plein. Oui, vas-y. Oui, non, je revenais sur les capacités sur ce qu'on voit. Effectivement, on voit des images magnifiques et les capacités d'ingénierie technique qui sont absolument extraordinaires et qui sont pratiquement illimitées finalement. Et sur le coût, c'est-à-dire ensuite sur la réalisation pratique. Effectivement, quand on parle d'endoprothèse de l'aorte thoracique dont on a parlé, l'alternative, c'est une chirurgie sous CLC, une chirurgie lourde
Donc, on comprend très bien le coût d'une endoprothèse qui est important, puisque en parallèle, on a le coût d'une intervention lourde avec les risques qu'on connaît. Quand on voit le Magellan, par exemple, qui sur le plan technologique est magnifique, mais 1 million d'euros pour pouvoir monter un guide, c'est vraiment discutable. Et c'est un petit peu la limite des possibilités, enfin le fossé qu'il y a entre les possibilités technologiques et la réalisation pratique au quotidien. Pour ce qui est de l'écho endovasculaire, ça existe depuis, moi j'étais aux États-Unis il y a 30 ans, on faisait déjà de l'écho endovasculaire, mais le problème c'est que c'est un surcoût, c'est uniquement une appréciation, ça ne traite pas le patient et c'est un surcoût de 1 000 euros par procédure et par intervention qui, on peut se poser la question, est-ce que ça se justifie ou non? Je pense que en France, où on n'a pas de remboursement pour ça, évidemment, on le fait, enfin, on le ferait si on a l'appareil pour des cas un petit peu exceptionnels. Non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est vrai que quand on voit des présentations comme ça, et puis on en voit des congrès, des présentations 2.0, 3.0, 4.0, etc., c'est bien. Sauf que le risque, c'est que ça ringardise un petit peu la chirurgie ouverte, voire la chirurgie robotique que vous a présenté Fabien. Sauf que la chirurgie robotique que vous a présenté Fabien, elle guérit le malade. Voilà. Et donc, nous, on est toujours, si vous voulez, à la pitié entre ces, voilà, en hésitation. Hein, et donc, il y a beaucoup de discussions, effectivement, vous en avez parlé tout à l'heure, entre la chirurgie ouverte et la chirurgie endovasculaire. Et donc, autant en termes de coûts, je pense que les outils de navigation, ils sont là, et il faut les utiliser, parce que c'est des rayons X en moins pour le malade et pour nous. Le robot endovasculaire, tu as raison, je pense que pour l'instant, enfin, en tout cas, moi, à titre personnel, je ne vois pas l'intérêt. De recherche, oui, mais en pratique, non. Nabil, ton dernier commentaire avant de passer Oui. à ta communication. Merci. Non, je voulais revenir sur le compte-rendu opératoire automatisé. En fait, le vrai problème, c'est d'avoir... Il y a RGPD là, qui existe, et le vrai problème, c'est d'avoir des capacités dans nos hôpitaux d'extraction automatisée des données. Je veux dire, on a, nous, des structures comme le PACS, on a Q-Block qui ne sont pas connectés, et l'idée, c'est pas de faire du travail pour les mettre dans une autre base de données qui va être extrêmement critiquable, voire même interdite, mais c'est de créer des algorithmes qui vont pouvoir extraire en fonction de ce dont on a besoin les données et les mettre dans ce qu'on appelle maintenant les lacs de données pour pouvoir, on ne sait pas comment on va les traiter, mais pouvoir les utiliser de manière globale avec aussi des algorithmes qui pourront aider en intégrant enfin des données cliniques à tout ce qu'on fait. Alors, il y a une suggestion qu'on pourrait mettre en place avec Jean-Claude Coffinal, avec l'Académie de chirurgie et avec l'aide du HCN, avec François Richard, parce que si on n'est pas bien renseigné, de toute façon, si vous voulez faire reconnaître l'innovation et la faire rembourser et faire que les industriels y voient un intérêt, etc., c'est que si ce n'est pas fait, on n'arrivera pas à avoir un objectif finalement fonctionnel, c'est-à-dire de financer l'innovation, permettre l'industrialisation de procédures en France. Et donc, ça veut dire qu'il faut monter un groupe de travail, peut-être discipline par discipline, avec les sociétés savantes et les conseils nationaux professionnels, pour se mettre d'accord sur des... Il faut qu'on le fasse, parce que sinon, cette normalisation et cette numérisation standardisée, automatisée, le plus possible, pour éviter la surcharge, c'est qu'on puisse... c'est une question d'outils logiciels. Il faut travailler avec la FSM. Il y a des registres comme Epicard, Epitor, qui sont vraiment d'ores et déjà complètement intégrés à la pratique professionnelle en chirurgie thoracique et en chirurgie cardiaque. Donc, c'est vraiment... Il y a Jean-Claude, il faudrait que tu prennes ce taureau par les cornes, camarade. Il ne sait pas de quoi je parle. Il a quitté la planète. Bon, pardon, tu reviendras la prochaine fois. Merci. L'idée, c'est de monter un groupe de travail sur cette idée d'avoir par discipline des comptes rendus informatisables et le plus automatisables possible. Et le plus complet possible pour avoir des datas, en particulier sur l'identification des actes et des sous-actes à l'intérieur d'une procédure. Non, mais bien sûr. Aux États-Unis, c'est obligatoire, hein, ces registres pour les chirurgiens vasculaires.
peut-être pas dans le détail, mais en tout cas, ils sont obligés Et de la faire des données. société savante peut peut-être s'emparer de ça. Ça essaye, je crois, Elle essaye. depuis des années. Mais l'Académie peut aider aussi dans ce sens-là. Et on peut y travailler avec l'Agence pour l'innovation en santé et avec le Haut Comité de la nomenclature, parce que l'objectif, c'est d'arriver à ce que la nomenclature fasse des progrès dans l'identification des actes. Cette littérature grise et l'assimilation, un acte aussi complexe que celui qui a été présenté sur les aortes branchées, etc., et multibranchées, c'est complexe et ça se résume dans un acte unique et qui est assimilable à d'autres. Et on ne sait pas exactement la complexité, on ne comprend pas pourquoi ça coûte plus cher, ça a été plus long, l'utilisation des blocs opératoires, le temps de l'acte. Tout ça, c'est des paramètres sur lesquels, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas manager en fait l'activité d'un service correctement. Voilà. Merci. Et on passe la parole à notre dernier orateur, l'organisateur de la session, notre ami Nabil Chakfé. Merci beaucoup.